Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, vous le savez, une 30 minutes consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Le Mag qui vous emmène aujourd'hui, bande de petits vénards sur les bords de l'Oise, à Harmancourt, un village rural avec son patrimoine historique. Vous allez le voir, un peu moins de 600 âmes et une priorité, l'éducation de sa jeunesse. Comment se porte justement la jeunesse en ruralité avec un S, quelles sont ses envies, ses besoins et les nombreux obstacles qui la pénalisent aussi, quel soutien en matière d'orientation, de formation, d'accès à l'emploi, comment faire face au manque parfois, c'est vrai, d'opportunités, l'éloignement, l'auto-exclusion aussi d'une partie de la jeunesse. On en parle dans un instant avec mon invité. Et je suis heureux d'accueillir sur le plateau du MAG Éric Bertrand, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur le maire d'Harmancourt, dans le 60 ? Dans le 60, dans l'Oise. J'ai dit à peu près 600 âmes. C'est ça. Un peu moins, un peu plus. Un peu plus maintenant. 620 là, non? On a des... non, on va être près des 700. Ah oui, zut. Avec beaucoup de constructions. En termes de recensement, je suis pas. Non, mais c'est pas le chiffre officiel, c'est 550. D'accord. Donc, voilà. Il paraît qu'il y a des listes d'attente pour venir chez vous. Il y a des listes d'attente, oui, parce que c'est un village rural qui est proche de tout, des gares. Donc 5 minutes de Compiègne, c'est pour ceux qui utilisent. 5 minutes de Compiègne, et puis de la 1 pour venir à Paris. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent sur Paris, qui habitent à Harmancourt. Et qu'est-ce qui fait sa singularité à ce village? C'est un petit village qui est un des plus petits villages de l'Oise, parce que c'est le deuxième par sa superficie. D'accord. On est sur 2 km² en gros. On est boisé, il y a des coteaux. Voilà, donc on a tous les services à disposition. Une belle école, on va en parler. Ah, ok, oui. Voilà, et puis... à la fois tourner vers le passé et le futur, comment on gère ça justement? Comment on garde son patrimoine et en même temps on cherche à afficher une certaine modernité? Il faut avancer, forcément. Et garder le lien, pas de rupture proche, savoir ce qu'on veut, où on veut aller. C'est une politique à long terme et ça doit se faire en douceur parce que les nouveaux habitants doivent s'intégrer dans la commune et vivre sereinement. Et les anciens aussi ne doivent pas être perturbés par les nouveaux qui arrivent. Donc, voilà. Vous n'êtes pas, parce que je reçois bon nombre d'édiles, bon nombre de maires, notamment pendant le congrès des maires de France à la MEF, c'est vrai qu'ils n'avaient qu'une phrase à la bouche. Alors, il y a 2 ans, c'était plutôt les finances, c'était encore le cas cette année, mais cette année, c'était beaucoup la fermeture des classes. Vous n'êtes pas du tout confronté à ça? Non, parce que justement, on a anticipé ça, on valorise beaucoup le village par du marketing, marketing rural, communal, ce qui fait que les jeunes veulent s'intégrer et acheter sur Harmancourt, donc ils viennent avec des enfants. On a construit aussi quelques logements avec un lotisseur, et ce qui fait qu'aujourd'hui l'école d'Harmancourt est tranquille pour au moins 10 ans. Voilà. Les classes sont pleines. Et moi, j'ai pas ces soucis-là de fermeture de classe. Et vous l'avez dit, il y a l'école, parce que c'est vrai que des fois, j'ai parlé effectivement avec des maires qui n'ont plus la chance d'avoir une école. L'école, c'est le socle au final, c'est le poumon du village. Exactement, c'est ça le terme, c'est le poumon. En fait, la commune d'Harmancourt, vous l'avez dit, c'est un petit village avec peu d'habitants finalement, à proximité de gros pôles. Où les habitants ne travaillent pas sur Harmancourt et ils font leurs courses quand ils font au travail. Du coup, nous n'avons pas de commerce de proximité. Et le seul lieu d'échange réel que nous avons, c'est l'école. Où là, on va avoir une mixité des populations, des personnes âgées, des jeunes mamans qui viennent chercher les enfants, les petits-enfants à l'école. Et c'est là qu'on crée du lien entre les enfants. Et puis après, quand ils sont invités chez eux, ça crée du lien entre les familles. Et c'est ça qui fait que le village d'Harmancourt est dynamique. Et que les gens se côtoient assez facilement. Une école avec combien de classes? Alors, nous, on a 3 classes. D'accord. On a une maternelle, une classe de CP, CE1, CE2, et puis une classe CM1, CM2, 3 classes. Et voilà, donc et on a fermé une classe il y a quelques années, c'est très dur à vivre. Avec quel retour justement de la part des parents et comment on se bat justement pour que ça n'arrive plus? C'est à ces moments-là qu'on se dit qu'il ne faut plus que ça arrive? C'est ça, faut pas que ça arrive. En fait, on a des... Alors nous, c'est des classes multiniveaux et c'est une chance pour nous d'avoir des classes multiniveaux. Mais quand on se retrouve avec des classes à 4 niveaux, ça va être compliqué. Il y a des parents qui ont peur.
Et finalement, c'est l'effet boule de neige, mais inverse. C'est-à-dire que les enfants, il y a quelques-uns qui partaient, et les parents prennent peur, ils les mettent dans le privé, et on risque de fermer l'école complètement dans ce cas-là. Donc voilà. Quel est votre engagement en périscolaire, en extrascolaire, justement? Comment on fait justement pour fédérer toutes les énergies autour de cette école? Voilà. Eh bien, nous, on met un tiers du budget dans l'école. Wow. Par an. Entre le personnel, l'entretien, voilà. C'est un tiers du budget qui part dans l'école. C'est un choix. C'est un véritable choix politique. Et oui, parce que c'est le pont, donc on est obligé de le faire. Et on est attaché à l'école républicaine, donc avec les valeurs qui sont associées. Donc c'est pour ça qu'on met les moyens. Du coup, effectivement, on a mis en place pour les parents qui finalement travaillent en région parisienne ou qui commencent tôt ou finissent tard, un système d'accueil le matin, une garderie le matin, on commence à 7h30 jusqu'à l'ouverture de l'école, et puis le soir, on garde les enfants jusqu'à 18h30. Et au final, on se rend compte, et j'en parlais encore avec un maire la semaine dernière, on se rend compte que effectivement toutes ces activités avant l'école, il y a la pause méridienne, et puis il y a le soir, bien évidemment. Au final, vous, en tant que maire, vous avez les enfants, vous avez la responsabilité des enfants, au final, plus que l'éducation nationale, sur le temps de la journée, parfois. Oui, quand on fait le calcul, au final, c'est quasiment la même chose. Oui, c'est équivalent. Hein. Oui, c'est équivalent. C'est vrai que quand on prend la pause méridienne, ça dure 1h30. 2h le matin, 2h le soir, oui, c'est ça. On n'est pas loin du temps d'accueil des enfants. Comment on tend la main aujourd'hui aux jeunes? D'abord, comment elle se porte, votre jeunesse rurale? Nous, elle va bien. C'est des enfants qui suivent des parcours. Alors, c'est une population qui est plutôt aisée sur Armancourt. Donc les enfants... C'est vrai que je mettais ruralité avec un S. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de ruralités. Et il y a aussi plusieurs jeunesses. Là, c'est une jeunesse plutôt, effectivement, plutôt à l'aise, plutôt aisée. Plutôt à l'aise, avec tout ce qu'il faut pour étudier à proximité. Donc eux, ça va. Chez nous, en tout cas, on n'a pas de problème de délinquance dans le village. Mais aussi, je pense que c'est lié aussi à leur vie dans le village depuis qu'ils sont tout petits, finalement, puisqu'ils sont à l'école en maternelle, et ils quittent le CM2, ils font la même école. Donc ils restent quasiment 8-9 ans dedans. Ça permet d'avoir un socle commun entre eux, et finalement de vivre, je dirais pas en autarcie parce que c'est pas vrai, mais ils vivent entre eux et ils sont pas trop perturbés par d'autres personnes. En fait. Et dans quelle mesure ils participent pleinement justement à la vie de la cité, à la vie du village? C'est par des actions qu'on peut mettre en place pour la jeunesse. Donc ils participent à des événements sportifs, ils participent à des actions pour ramasser les déchets. Voilà, donc on les retrouve. Ils sont associés aussi aux monuments historiques, donc pour donner un coup de main, ou aux commémorations patriotiques. Où l'école envoie les enfants aussi pour qu'ils représentent l'école lors de ces moments de recueillement. Éric Bertrand, la restauration scolaire, c'est souvent un pilier d'une école, c'est souvent aussi la vitrine effectivement d'une école. Dans quelle mesure c'est le cas chez vous? Alors, la restauration scolaire, elle est classique. Elle est jusqu'à maintenant, en fait, on achète des repas froids à des grosses chaînes. Ils viennent nous livrer, on réchauffe, on sert les enfants. Donc, ça, c'est le modèle qu'on a et sur lequel on a rupture. Ah, pourquoi? Parce que la qualité n'est pas au rendez-vous gustative. On n'a pas de traçabilité, on n'arrive pas à avoir une traçabilité fiable pour les produits bio. Qui doit être servi, et c'est la loi qui doit être servie lors des repas. Et en fait, on s'aperçoit que l'approvisionnement n'est pas forcément local, et du coup, par rapport aux mesures environnementales, le bilan carbone n'est pas forcément aussi au rendez-vous. Donc on a fait le choix, et moi, comme je suis vice-président de l'agglomération de la région Compiègne en charge du développement durable... Ça tombe bien. Ça tombe bien, et on doit, nous, préserver la ressource en eau en qualité.
et notamment réduire tous les intrants qu'on peut retrouver dans l'eau. Vaste sujet aussi qu'on a régulièrement. Et du coup, pour faire cela, on est parti du principe qu'il fallait aider les agriculteurs à pouvoir écouler leurs marchandises et les favoriser à aller vers du bio local. Donc, une fois qu'on a... Est-ce que c'est un casse-tête? Parce que j'ai souvent des maires qui m'ont dit sur le papier, surtout quand on est en ruralité, ça semble simple, et au final... Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, puisque l'agriculteur, lui, ce qu'il veut, c'est un revenu sûr. Il veut bien faire du bio, pourquoi pas, il va avoir moins de rendement, mais il faut qu'il vende et qu'il gagne de l'argent, parce que c'est une entreprise. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'engagement de l'agglomération et dans ma commune, c'est de dire, OK, nous, on va être clients de ça, et on va faire des produits locaux. Donc, on va approvisionner nos produits, on a déjà commencé à approvisionner les produits locaux, et on fait maintenant les produits, on cuisine sur place. Donc, on a fait des petites centrales de cuisine en liaison chaude, c'est-à-dire que les repas arrivent dans les écoles, dans les cantines chaudes, on n'a plus qu'à les servir, et c'est fait par des cuisiniers, des vraies équipes sur place avec les produits de saison et sur le... Est-ce que les petits amants courtois, les petites amours courtoises ont conscience de l'importance du bien manger aujourd'hui? Oui, alors à Armancourt, nous n'avons pas commencé, on va commencer sans doute en septembre. Là. D'accord. Par contre, le retour d'expérience que j'ai des autres collègues maires qui sont autour de mon village, c'est qu'effectivement, les enfants voient la différence lors des repas. Il y a beaucoup moins de gâchis d'ailleurs. Donc on doit moins se battre pour les faire manger. Il y a moins de gâchis également. Les assiettes reviennent vides. D'accord. Donc oui, voilà. Donc il y a ça, il y a un aspect qualitatif. Et puis les parents sont rassurés aussi parce qu'ils savent ce que vont manger les enfants. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Tout le monde est gagnant dans l'histoire. Effectivement, avec une meilleure traçabilité, du bio, du local, une meilleure traçabilité. Et est-ce que vous allez devoir organiser ou réorganiser la restauration scolaire, ou ça arrivera dans un second temps? Non, parce qu'en fait, nous, on s'est mis en partenariat avec des communes qui sont plus grosses que nous, où ils ont des équipements et sur lesquels c'est eux qui vont utiliser ces locaux, faire les plats, cuisiner avec leurs équipes. D'accord. Et nous, on a juste la liaison à faire pour livrer la cantine d'Armancourt. C'est obligatoire maintenant en termes de cohésion ici, aussi peut-être en termes de mutualisation pour peut-être obtenir des meilleurs prix, parce qu'on sait que ça aussi, la restauration scolaire, c'est très souvent un gros budget pour les communes. Ah oui, c'est un gros budget. Là, par exemple, le fait de passer avec des repas achetés chez des grossistes, en fait, eh bien, on va augmenter entre 50 centimes et 1 euro le repas. Mais ça sera pris en charge, sans doute, en grande partie par la collectivité, parce qu'on ne peut pas faire porter le poids du repas aux enfants, aux parents surtout. Et la difficulté qu'on a, c'est pas finalement le repas, c'est garder les enfants. En fait, le repas, lui... Pendant assez de temps, pendant cette pause méridienne, quoi. Il coûte entre 2,50 € et 3 €. D'accord. On a autant de charges pour le personnel communal qui va surveiller les enfants. Ah non, pardon, faut qu'il y ait un nombre assez conséquent d'enfants pendant cette pause méridienne. C'est ça, qui ne retournent pas chez eux le midi, c'est ça? Non, il y a ça, mais le temps qu'ils passent à manger. Il y a surtout le temps où on a des adultes qui surveillent les enfants. Et ça, faut les payer. Ouais. Et ça vient gonfler le prix du repas. Et aujourd'hui, le ticket si je parle quand j'étais jeune, maintenant c'est autour de 6 €. C'est 5,95 chez nous exactement. Mais réellement, ça coûte 12 € à la commune. Donc on double le prix et on prend notre charge. Donc on a un déficit de 15 000 € par an pour l'alimentation. Mais comme c'est un service public, pour les parents, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils travaillent. Et voilà, c'est l'engagement de la collectivité pour accompagner les parents, pour qu'on puisse garder les enfants pendant la pause méridienne. Monsieur le maire, quelle attention vous accordez à tout ce qui est environnement scolaire? On parlait de la restauration scolaire, effectivement, c'est un espace et c'est un temps important dans la journée des écoliers. Qu'en est-il justement pour la cour? Après, vous, j'imagine que vous êtes en pleine nature. Eh bien non. Justement, dans les années 80. Ah, les années 80. Ah, ben d'accord. J'ai compris. Les années 80... le bitume. C'est du bitume.
Donc voilà, justement, ça vient de parler, puisqu'on va lancer là, à l'été la réfection de la cour. Donc on va retirer, la cour fait 400 mètres carrés, on retire 200 mètres carrés de bitume pour remettre de la pelouse, planter des arbres, des buissons, mettre des jeux en bois. Voilà. Donc ça, c'est un gros projet qu'on a lancé en partenariat avec l'école, forcément, avec les instituteurs, les enfants et puis les parents d'élèves. Comment ça s'est passé? Ils se sont facilement pris au jeu, justement, les élèves? Ils ont pu donner quelques idées, donner leurs envies sur ce ils ont donné quelques idées. Alors, des fois, ils veulent un terrain de foot 3 fois plus grand que la cour. Mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Mais oui, non, mais bien sûr, on a étudié tout ça avec des zones de repos pour ceux qui ne jouent pas au foot, mais gardant le foot parce que c'est important qu'ils puissent se défouler. Ouais. Voilà, donc c'est un mix de tout ça qui fait qu'aujourd'hui on aura une cour oasis, c'est le mot à la mode. Oui, c'est le mot à la mode, effectivement, cette cour oasis. Et est-ce que vous auriez tendance à encourager, je ne sais pas comment procède votre école, effectivement, mais sur tout ce qui est école dans la nature, école hors les murs, parce que vous, pour le coup, vous avez quand même un cadre qui s'y prête. Oui, on a tout ce qui... Bien sûr, on est au milieu des arbres. Mais n'empêche que l'école, elle est pas non plus ouverte en permanence. Et du coup, on fait venir des spécialistes dans notre école. On a des activités sur le jardinage. Donc, il y a des personnes qui viennent expliquer la fonction de la terre, comment on la nourrit, comment on l'entretient, comment on sème, comment on fait pousser. Voilà. Donc ça, c'est des ateliers qui sont faits dans l'école. C'est en lien avec l'agglomération de la région de Compiègne, d'ailleurs. Et nous, on a également, on fait venir des spécialistes qui viennent expliquer le cycle de la nature, un certain nombre de choses. Et on a mis dans le village 15 ruches. On a notre propre miel et l'apiculteur vient expliquer aux enfants le fonctionnement d'une ruche, comment est-ce que le miel se produit, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et les enfants ont... Et vous avez le sentiment c'est plus facile de les sensibiliser à cet âge-là, justement, qu'il faut faire ce travail-là? Les enfants sont des vrais vecteurs. Je pense qu'ils ont plus conscience que nous des effets négatifs que... Après, c'est eux qui vont nous gronder. C'est ça, c'est le but. C'est un peu le but. C'est bien d'avoir un pied, du coup, au niveau du village, au niveau local, et d'avoir une vue peut-être plus globale à l'agglo pour faire avancer les projets. Et oui, il faut avoir une vision globale, mais en permanence, même dans le village. Mais dans l'agglo, et en plus, c'est plus facile, parce que comme on a les moyens, on est 22 communes, et on a les moyens de mettre en place des choses, parce qu'on peut mutualiser justement un certain nombre de facteurs, et on peut avoir des crédits, des subventions avec l'agence de l'eau, par exemple, si vous connaissez, qui peuvent nous aider aussi sur des manifestations. Donc avec une envergure beaucoup plus importante que le petit village d'Arbancourt. Quelles sont les plus grosses attentes des parents que vous croisez au quotidien, j'imagine, quand vous allez faire vos courses ou quand vous vous promenez dans le village aujourd'hui? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Et comment vous les sentez? Est-ce que vous les sentez plutôt positifs? Est-ce que vous les sentez inquiets, même si encore une fois on a quand même le sentiment qu'ils sont assez protégés chez vous? Oui, alors c'est vrai que je pourrais dire je me fais pas trop engueuler. Ouais. Donc c'est déjà un bon signe. C'est pas le cas de tout le monde, vous savez bien. C'est déjà un bon signe. Ouais. On a une double chance sur Arbancourt, c'est que effectivement on a une association, l'Amicale des parents d'élèves, qui existe depuis longtemps. Depuis les années 80 d'ailleurs, et qui apporte un gros soutien financier en plus de la mairie pour des activités extrascolaires. Donc ils font des manifestations, des brocantes, des choses comme ça, des lotos, et cet argent-là va financer des achats de manuels scolaires, des sorties scolaires, des équipements, des jeux, voilà. Donc c'est la qualité de vie au travail, mais c'est la qualité de vie à l'école qui fait que les enfants, ils ont un environnement qui est plutôt bien. Et nous, on a mis aussi l'école numérique en place. Donc, dans les classes, on a des systèmes. Vous l'avez opéré quand, pardon de vous couper, monsieur le maire, ce virage numérique? Et quand avez-vous pris conscience de l'importance, de la plus-value que ça pouvait avoir? Eh bien, nous, on l'a fait il y a 3 ans. Il y a 3 ans, et on a profité d'un système, en fait, avec l'Éducation nationale, qui a mis en place l'école numérique.
et dans l'agglomération. Et du coup, on a été embarqué avec ça, avec des subventions intéressantes, parce que c'est ça le nerf de la guerre aussi, c'est l'argent. Trouver l'argent. Et puis surtout, avec une équipe pédagogique qui est associée au projet. On peut mettre du numérique dans les écoles, mais si l'instituteur n'est pas convaincu ou pas formé, c'est quelque chose qui va prendre la poussière. Donc là, on a la chance d'avoir une équipe d'enseignants qui sont proactifs et qui se servent vraiment du numérique et qui appuient leur enseignement là-dessus. Mais ça, c'est le Covid qui a changé la donne, vous pensez? Ils s'y sont intéressés d'après vous à ce moment-là, quand il a fallu un peu se débrouiller, même carrément? Alors peut-être que ça a été pour certains un moment déclencheur, mais je pense que moi j'ai vu beaucoup de profs. On a deux catégories. Il y a ceux qui sont là parce que c'est leur métier. Et puis il y en a qui sont là parce qu'ils ont fait le choix d'être là et d'avoir envie d'enseigner. C'est leur passion. Et moi j'ai la chance d'avoir envie d'enseigner chez vous, effectivement, dans un village. C'est encore une toute autre mission, j'imagine, avec des classes où c'est multiniveau. C'est encore une autre ambiance. C'est des classes multiniveaux et c'est une chance. Alors moi, c'est une chance d'avoir le multiniveau parce que moi, je me souviens que ma fille, quand elle était toute petite, moi, j'étais un peu inquiet. Moi, je venais pas du tout, je suis pas de l'Ouest, je suis de la Baule. Et je connaissais pas les classes multiniveau. Oui, pour vous, vous avez fait le cursus classique à chaque fois. Une classe, un groupe. Et je me souviens d'avoir discuté ça avec la pédiatre de l'époque qu'on avait, et elle nous avait dit, mais au contraire, c'est une chance. Et moi, maintenant, je suis militant pour dire qu'effectivement, c'est une chance, parce que les enfants qui vivent très bien la scolarité, qui avancent, finalement, s'ennuient. Et du coup, on peut les approvisionner avec des exercices un peu plus compliqués, le niveau supérieur. Et vice-versa, celui qui est un petit peu en retard sur une matière, qui a moins bien compris, eh bien, il peut aussi récupérer le niveau d'en dessous et s'adapter. Donc, c'est une Et comment ça se passe, les échanges entre eux? Justement, le plus grand ou la plus grande peut-être est plus responsabilisé, va s'occuper du plus petit? C'est exactement ça. Ça dépend des instituteurs, mais en fait, ceux qui ont fini, ils aident les autres. Donc, c'est la fraternité qu'on retrouve. Et puis c'est une cohésion de classe et d'école, parce que c'est plus une cohésion d'école qu'on a qu'une cohésion de classe, parce que les plus grands, quand ils partent au collège, quand les plus petits arrivent, ils sont sous leur protection, quoi. Comment ça se passe, ce passage au collège, et comment on peut renforcer, vous, monsieur le maire, à votre niveau, les passerelles, si je puis dire, entre l'école et les collèges, parce que vous avez plusieurs collèges aux alentours? Oui, alors nous on a un collège qui est défini dans notre carte, qui est sur la Croix-Saint-Ouen, donc une commune qui est à côté. Donc c'est le Grand Sault pour eux, j'imagine? C'est pas le même environnement, c'est pas la même village, pas la même ville? C'est ça. Donc ils ont effectivement des frères, des sœurs qui sont déjà, donc ils leur racontent un peu comment c'est. Et la directrice, avec le collège, ils feront une journée d'immersion au collège. Donc, à la fin de l'année, les CM2, là, ils vont partir une journée dans le collège pour voir comment c'est la vie d'un collège, comment est-ce qu'on change de classe, comment est-ce qu'on mange au self, voilà. Et ils prennent le bus parce que nous, on emmène les enfants au collège. Donc, il y a un système de ramassage scolaire, de bus qui est calé par rapport aux horaires des collèges. Et du coup, les enfants montent dedans, ils emmènent au collège, ils les récupèrent le soir. Et donc, ils sont un peu guidés pour cette étape importante. Très importante, on le sait effectivement. Quelles étapes, quelles actions vous mettez en place, monsieur le maire, en ce qui concerne toutes les questions qui ont attrait à la citoyenneté? Est-ce que vous avez besoin de mettre des actions particulières en place, ou ça se fait assez naturellement à l'échelle du village? Alors, si on reste dans le cadre scolaire, donc nous, avec les instituteurs, on incite les instituts à venir au 11 novembre notamment, pour que les enfants puissent participer aux commémorations. On a aussi une association d'anciens combattants dans le village, sur lequel, une fois par an, ils font une manifestation aussi au sein de l'école. Donc ça peut être des anciens qui viennent un peu parler de leur service militaire, de la vie, de ce qu'ils ont vécu au combat peut-être de temps en temps. Bien sûr. Et puis, ils les emmènent aussi voir des
des monuments historiques. Nous, on a l'armistice qui avait été signé en 18 à Compiègne, à Rotonde. Juste à côté. Du coup, il y a une sortie cette année qui est organisée justement par les anciens combattants. Ils ont emmené l'école sur le lieu de l'armistice à Rotonde pour montrer ce que c'était, parler aux enfants, pour avoir le devoir de mémoire. Pour ne pas oublier ce qui s'est passé dans le passé. Mais on sait que c'est pas toujours facile de les captiver. À ces moments-là, vous sentez que... Non, ils sont... Que justement là, on fait silence et on est attiré, on est concentré sur ce moment, sur ce qui se passé. Les enfants sont... ils sont vraiment très concentrés, ils participent beaucoup, ils ont envie de savoir beaucoup de choses, ils posent plein de questions. Et il y a une satisfaction pour les anciens combattants et aussi pour les enfants. Le lien intergénérationnel finalement qui se fait au travers de l'histoire. Et voilà, c'est des petites touches qui se passent autour de l'année et qui font que ça dynamise et puis ça entretient une bonne école finalement. Vous parliez justement de ce lien intergénérationnel qui est ô combien important, qui s'est un petit peu délité à un moment, qu'on a un petit peu perdu, qu'on a compris qu'il fallait absolument le retrouver. J'avais reçu quelques maires qui parfois mettaient des actions en place. Je me souviens d'un maire par exemple qui essayait de je ne sais pas si ça a perduré, mais de monter une expérience le midi pendant la pause méridienne avec effectivement des seniors qui venaient partager un repas avec les plus jeunes. C'est une idée justement qui pourrait, pourquoi pas, faire sens chez vous, à Marcourt ? Alors les repas, non, parce que bon, nos anciens, ils sont autonomes. Et puis, par contre, nous, on a un groupe au sein du CCAS de la commune où on a fait un club d'anciens, en gros. D'accord. Et là, ces personnes un peu aînées vont dans l'école. Ils sont en ce moment à l'école. Ils font des activités scolaires avec eux. Ça peut être quoi ? Quel type de couture, D'accord. Faire du tricot, faire des choses comme ça, du collage, des activités manuelles. Mais c'est ce groupe-là qui va aider les enfants. D'accord. À faire une décoration pour la fête des mamans. Par exemple. Bien sûr, pour tel ou tel événement. Et vous avez l'impression qu'il noue véritablement des liens et que c'est bénéfique aussi bien pour l'enfant que pour le senior, dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens ? Oui, c'est dans les deux sens. À chaque fois, tout le monde prend cette section. Et nous, on organise aussi l'arbre de Noël intergénérationnel, où là, les anciens et puis les enfants passent l'après-midi ensemble autour de spectacles, d'un goûter, de chants et du Père Noël. Voilà. Monsieur le maire, Éric Bertrand, d'où vous vient ce sens de l'engagement ? Ça vous vient d'où ? Sur un plan plus personnel. Je sais pas. Comment on devient maire ? Par hasard. Parce que, bon, je ne suis pas le premier à vous poser la question. J'imagine que, justement, les petits, quand vous les croisez, peut-être qu'ils vous posent la question. Ça sert à quoi un maire ? D'où vient cette vocation Non. Et c'est peut-être dur d'expliquer que, en gros, je fais tout ici. Je suis là tout le temps. Dans un petit village, on n'a pas beaucoup de personnel, donc on est souvent manette. Faut avoir envie. Ça, déjà, envie, faire plaisir, aimer les gens. Donc, je pense que c'est... pas compter ses heures, faire le goût des autres un petit peu. Oui, c'est ça, mais ça, c'est parce qu'on a envie, donc on compte les heures. Mais c'est... Moi, la vision de... en 30 secondes, je vais dire ce qui s'est passé. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, je participais aux élections de ma commune à Pornichet. Et, donc, je tenais le bureau de vote. Et puis, j'ai dit, tiens, quand je serai plus âgé, je participerai à la vie de la commune en étant conseiller municipal. D'accord. Je suis arrivé dans le village. J'ai demandé au maire s'il voulait me prendre dans son équipe. Il m'a dit, pourquoi pas. D'accord. Et puis, j'ai pas de nouvelles. Je suis retourné voir. Il me dit, j'arrête. J'arrête le mandat. J'ai demandé qu'est-ce qu'il prenait la suite. Il n'y avait personne. Et du coup, j'ai monté la liste avec lui, on trouvait des gens, et puis je suis parti comme ça. Du jour au lendemain, je suis passé de simple citoyen à maire. Et ça n'a pas été simple au début, mais on s'y fait. Mais on apprend sur le tas. On apprend sur le tas. Quand on a vraiment envie, on s'accroche. Et l'envie de construire, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, il faut le faire avec envie, parce qu'autrement, c'est trop long. Merci mille fois d'être venu me voir. Merci pour ce témoignage, merci pour ces anecdotes. Et encore bravo Éric Bertrand, maire d'Armancourt et vice-président de l'agglomération, effectivement en charge du développement durable. Merci infiniment. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très très bientôt. Passez une excellente journée en notre compagnie sur School TV. Ciao.